navigue parce que je crois que je sais faire que ça, que j'y prends énormément de plaisir. Je prends du plaisir encore plus à naviguer en compétition. Voilà, même si c'est dur, même si c'est pas tout le temps comme tu voudrais, même s'il y a des déceptions, même si ça te prend ta vie, j'adore faire la compétition à la voile. Voilà. Quatre Vendée Globe, ou en tout cas 4 départs d'affilée. À chaque fois, c'est 4 années de préparation. Donc c'est sûr que 16 ans consacrés à ça, ou peut-être plus, on ne sait jamais, ça peut ressembler à une obsession. Ouais. Une obsession, peut-être rattrapée par une malédiction. Jérémy Béyoud, de retour au Sables d'Olonne, un peu moins d'une semaine après le départ du Vendée Globe. Une remontée du chenal comme un véritable chemin de croix. Impitoyable, injuste, cruel. Autant de mots pour qualifier une déception infinie. Aïe, aïe, aïe. Jamais rien fait d'aussi dur, hein. Putain de merde. Un début de course idéal, puis un choc avec un objet flottant non identifié, selon l'expression consacrée, entraînant une succession d'avaries importantes, ou comment les rêves de victoire de l'un des grands favoris de l'épreuve tournent au cauchemar. Ce qui est dur en fait, c'est la décision de faire demi-tour, quoi. Parce que maintenant, c'est sûr que de voir là tout le monde à l'arrivée, ça remet une grosse dose, une grosse dose d'émotion. Donc c'est pas facile à gérer parce que tu aimerais être partout sauf là, quoi. Donc ouais, le coup d'arrêt, il est quand même très brutal. Faut essayer d'effacer un peu l'émotion. Effectivement, faut être cartésien. Là, on se donne 24 heures pour checker le bateau. Il va falloir expertiser. J'ai vu que les experts sont là, le chantier est là, les archis sont là. Donc voilà, on va vite savoir de quoi il en ressort. Et puis en 24 heures, on aura un état des lieux de tout ce qui est cassé, de ce qui est réparable, de comment ça l'est. Et puis on aura une date, j'espère qu'on aura une date dans le laps de temps qui est imparti pour repartir. Et si on est capable de réparer, effectivement, oui, bien sûr, on prendra le départ. Dans ma tête, j'essaie d'être dans cet état d'esprit-là. Ouais. Merci à vous. Merci. Pendant que Jérémy Béyoud rebroussait chemin, les 32 concurrents toujours en course se préparaient, eux, à un nouvel épisode mouvementé. Voyez ça? C'est ma première tempête tropicale. Voilà, on est le petit bateau rouge là. Il y aura probablement 40 ou 45 nœuds là-dedans. C'est un peu comme un cyclone. C'est les débuts d'un cyclone. Donc voilà, je vais essayer de passer ça. Ça, c'est Theta, comme la 8e lettre de l'alphabet grec. Mais surtout, comme la 29e tempête tropicale de l'année, merci le réchauffement climatique, une dépression que chacun aborde à sa façon et selon l'humeur du moment. Je vais faire le tout en essayant d'être prudent parce qu'il y a de la mer et voilà, il y a beaucoup de vent, donc je vais prendre du gras, ça c'est sûr. Et laisser un petit peu la course entre parenthèses pour contourner ce système météo là que j'aime pas trop. Sympa, hein? Décidément, je sais pas qui nous a choisi cette météo pour la descente de l'Atlantique, mais moi je suis au bout du rouleau, franchement. Oh la vache! Ça va être costaud, donc là je viens de rentrer le Grand Genac. Et puis dehors ça envoie pas mal. Faut pas que je sorte trop parce que je viens d'enlever mon ciré. Mais la mer commence à être bien grosse là. Est-ce que je peux faire ça sans en prendre une? Ouais. Donc bon, il faut serrer les fesses quoi. Là, on commence à voir tous les symptômes de la pluie, les baromètres qui commencent à descendre et la bascule du vent, quoi. Donc voilà, il faudra faire un bon trajectoire, un jibe au bon moment et après s'écarter peu dans l'ouest pour pas prendre trop cher. Depuis le début, ça a été agité, ça doit faire 5 jours qu'on est parti.
minutes au rythme avant de mettre au top. Regardez un peu l'avant du bateau. Voilà, il y a entre deux là. On s'accroche. Ah, c'est beau, hein. On a pas envie d'aller se promener là devant. Hein. La dépression génère en son cœur des vents soufflant à plus de 40 nœuds et des creux conséquents, entre 4 et 5 mètres. Pas beaucoup dormi cette nuit. C'est le jeu, c'est le jeu. Voilà, moi je suis venu me mettre dans l'ouest parce que je voulais avoir mon destin en main. En gros, ça permet de surcaler encore plus dans l'ouest si je le souhaite pour avoir moins de vent. J'ai pris une décision, on va dire, en bon marin, enfin bon, ce qui me semble être en bon marin. Parce qu'en réalité, si on voulait vraiment être marin, il ne faudrait pas y aller du tout dans ce style de truc. Voilà, on y va pour la régate, pour le jeu, pour la compétition, c'est normal. En s'écartant de la tempête par l'ouest, Kevin Escoffier assume de jouer la prudence, tout comme Charlie Dalin et Thomas Ruyant. Le duo Alex Thompson et Jean Le Cam, lui, choisit une trajectoire plus engagée. Le skipper du Gobos, que l'on sait téméraire, est celui qui se rapproche le plus du centre de la dépression. Hi everybody, lads, when you're out there in conditions like this, nifty, that's all 60 knots, it's then you really feel and see the power of nature. It gets pretty ugly sometimes. I think I just dodged a bullet and got away with it. My third reef slipped and should have costed the mainsail and the race. Anyway, I'm on the way out of it, but still, right now it's 40, gusting close to 60. Hopefully it will start to moderate. Parmi les éléments qui impressionnent Alex Thompson, il y a aussi le granitique Jean Le Cam, 61 ans, improbable leader de la flotte au sortir de la tempête. Yes We Cam, son monocoque à dérive droite, âgé de 12 ans, tient la dragée haute au foiler de dernière génération. Jean Le Cam est inimitable. C'est pas normal. Hein. Mais on savait qu'il y avait quelque chose de pas normal, mais on sait pas quoi. Mais comme quoi, tu vois, on prévoit toujours plein de choses et on se gargarise, on fait des articles dans les journaux, on fait tati-tater, blablabla. Bla. Et en fait, bien dire fait rire, bien faire fait taire. Là, je peux pas être pas content, quoi. Si je suis pas content, alors je serai jamais content, quoi. Donc je suis content. Tant qu'à faire, papy fait de la résistance, quoi. Hello, là je suis à la table à cartes, j'essaye de faire une petite sieste. Mais ça corne bidouille dans tous les sens là. Accroché au basque de Le Cam et Thompson, Benjamin Dutreux, première participation, est lui aussi l'auteur d'un remarquable début de course. À 30 ans, il est comme qui dirait un enfant du Vendée Globe. Oui, c'est quelque chose d'assez incroyable parce que quand je suis arrivé à l'Île-Dieu assez jeune, j'ai commencé du coup la voile là-bas. Donc dès mon plus jeune âge, j'ai pu suivre de près le Vendée Globe. Au début un peu de loin, puis ensuite mes premiers tours sur le village du Vendée Globe, à me faire rêver, à prendre des posters des skippers, essayer d'avoir des autographes. Et puis voilà, aujourd'hui être au départ, c'est d'être ici vendéen, d'avoir fait toutes mes écoles de voile en Vendée, dans la région. Et d'être ici au départ du Vendée Globe maintenant, c'est quand même c'est une belle histoire, quoi. Il y a quelques mois, la belle histoire a failli cesser d'être racontée. Défection contrainte du partenaire majeur, comme dommage collatéral de la crise sanitaire. À force d'opiniâtreté et de solidarité, Benjamin Dutreux a pu se remettre en selle et redonner corps à ses ambitions. Un Vendée Globe à la hauteur de mes espérances, ce serait le finir déjà. Ce serait déjà assez incroyable. Maintenant, je pense que c'est surtout d'en avoir pris plein la tête et d'avoir profité au maximum, d'avoir pris énormément de plaisir. Je sais qu'il va y avoir des moments difficiles, mais j'ai envie quand même que le moment qui reste dans ma tête reste un moment positif. Disons que je regretterais d'être arrivé en disant
En fait, c'était pas cool. En fait, c'était pas fun comme truc. Sur cette entame de Vendée Globe, Benjamin a d'autant plus de mérite qu'il est à la barre d'un bateau à dérive classique lancé en 2007. Un bateau passé entre des mains aussi expertes que celles de Sébastien Josse, Roland Jourdain ou encore Alex Thompson. Un bateau qui a fait ses preuves. Le bateau me met la pression parce que c'est le plus expérimenté de nous deux. Et le bateau, petit à petit, il me raconte son histoire. Il me dit, les endroits dans lesquels il est fragile, dans lesquels il est moins à l'aise. Et ça, c'est à moi après d'apprendre ça et de dire, dans ces conditions, je sais que mon bateau, il aime pas, il va falloir prendre un peu sur nous, être un peu plus lent. Et d'autres conditions où je sais que mon bateau, il est extrêmement rapide et super performant. Et là, il va falloir savoir tirer sur le bateau. Un bateau, ça se respecte. C'est lui qui nous porte et qui va nous faire traverser des tempêtes, les moments sympas. Donc, c'est un peu un compagnon de route. C'est un vétéran, il a déjà fait le tour du monde, il a fait des performances incroyables. Donc, je compte sur lui pour m'amener au bout quand même aussi. First week at sea. Good morning. I wish you all a good weekend. Voilà, on vient de sortir de la dépression ce matin. Il reste encore des bons petits restes. Quoi d'autre? Oui, très important. Alors c'est un petit secret entre vous et moi, mais je crois que là, va falloir que je prenne une douche et que je me change. Parce qu'en fait, j'ai réalisé cette nuit là dans mon siège, là, à force de sauter les vagues, ça faisait un peu office il y avait des remontées en fait. Et là, je me suis dit, mais en fait, Alan, tu t'es ni lavé ni changé depuis le départ, quoi. Et le départ, c'était pas hier, quoi. Donc voilà, ça reste entre nous, hein, mais une douche s'impose. C'est important de prendre un peu de hauteur sur les choses, sur la vie, sur le paysage. Regardez comme c'est beau. Voilà. Fin de la bricole en tête de mât. Enfin, première partie. La suite. Dès que ça sera plus calme, ça bouge un peu là. Ouh. Et puis, c'est aussi le temps des premiers bilans et des premières soupes à la grimace. Concernant la course, bah oui, j'ai pris pas mal de retard avec ma décision de ne pas aller dans le cœur de la tempête tropicale. Voilà, est-ce que c'était trop conservateur peut-être, je sais pas. Moi, je ne voyais pas dire à l'équipe, désolé les gars, je rentre, je pensais que ça passait. Donc voilà, je trouvais ça un peu le timing un peu trop tôt dans la course pour prendre de tels risques. Voilà, après. Apparemment, je me suis trompé puisque Alex a réussi son coup. Donc voilà, j'accuse pas mal de retard, mais la route est longue. Il est par là, Alex. 150 000 ou 120, je sais plus, mais assez loin par là. Mais voilà, donc je sais ce qu'il me reste à faire pour les prochains jours. Alex Thompson est le premier à humer le souffle chaud des alizés. Par voie de conséquence, le premier a allongé la foulée. Derrière lui, la chasse s'organise à plus de 20 nœuds de moyenne. C'est des conditions vraiment idéales là, pour nos bateaux et c'est vraiment hyper agréable d'aller aussi vite. Ouh. Et là ça déboule donc
c'est parfait, on revient sur Jean forcément parce que c'est pas les mêmes bateaux. Alex il est dur à raccrocher et puis derrière Charlie cravache aussi. Là, à peu près, voilà, on va à peu près à la même vitesse. Le temps des foilers est venu. Les bateaux à dérive classiques, comme ceux de Jean Le Cam ou Benjamin Dutreux, très en vue pendant la première semaine de course, ont mangé leur pain blanc. C'est incroyable aujourd'hui, on a Kevin Escoffier de PRB qui est en train de nous doubler, pleine balle avec son foiler. Alors, un petit zoom. Tac. Voilà, je sais pas si vous voyez, c'est Kevin là-bas. Benjamin de PRB. Ouais, Kevin, je t'entends. J'espère que tu t'es rhabillé parce que je suis en train de faire une petite vidéo de notre croisement au milieu de l'Atlantique. Ah bah non, je suis toujours en slip là. Écoute, je mets un petit veston et je surfe là. Et allez, puis je te laisse la 4ème place du coup. Fais-en bon usage. Ça roule pour mon prochain croisement alors. En tout cas, éclate-toi bien, Kevin. Ouais, pareil, toi aussi. Des foilers qui prennent leur envol et avalent les milles, la course de vitesse dans les alizés ne fait que commencer. En queue de flotte, quelque part dans le nord-ouest des îles Canaries, une autre histoire est en train de s'écrire, où l'on espère des lendemains qui chantent. Ça glisse sur la houle, c'est magnifique ce soir. Peut-être que l'océan m'envoie un message et me dit que la deuxième semaine va être mieux que la première parce que ça a été compliqué ce début de Vendée Globe. Allez, bonne semaine à tous, on lâche rien. Bon bah changement de décor là, là c'est la vue du hublot. On est dans l'Alizé, un peu serré, sous une petite génac. C'est cool là, ça dépote bien, hein. On est à 16, 17, 18 nœuds, donc c'est plutôt pas mal. Tout va bien à bord de Pure Best Western. J'ai bien dormi, j'ai même dormi toute la nuit. Et je regarde un peu la météo, mais bon la météo c'est assez simple, c'est tout droit, voilà. C'est tout droit jusqu'à l'équateur. Même jusqu'après, enfin pour l'instant j'ai fait un routage jusqu'à Natal, au Brésil c'est tout droit. Voilà. Après les fronts, les dépressions, ça y est, le soleil est là. On est enfin en train de toucher un truc qui ressemble à l'Alizé. Là c'est le bonheur. Lundi 16 novembre, l'ensemble de la flotte savoure les belles conditions de navigation. Accaparé depuis plusieurs jours par des soucis techniques en partie résolus, Nicolas Troussel peut à nouveau se mêler à la bagarre des foilers. Là c'est une course de vitesse jusqu'au bateau noir, donc c'est entre 18 et 25 nœuds, donc ça tartine bien, c'est des conditions qui sont agréables, mais il faudra faire attention parce que ça sollicite quand même beaucoup le bateau, donc faire attention à pas trop tirer dessus. Quelques heures plus tard, dans le nord-ouest des îles du Cap-Vert, la progression de Nicolas Troussel s'interrompt brutalement. L'explication ne tarde pas. Son bateau a dématé. De fait, la gorge serrée, le Finistérien signifie son abandon. Vendée Globe terminé pour Corum l'Épargne. Une grosse pensée pour tous les gens qui ont travaillé et qui m'ont soutenu depuis toutes ces années pour préparer cette course. C'est beaucoup de sacrifices. Allez. Joint à la mi-journée par le journaliste Andy Robertson, Alex Thompson apprend la nouvelle. Alex, news that Corum has dismasted your reaction. Oh, mate, I didn't know that. Oh, no, that's terrible. I mean, terrible for Nico. Terrible for everybody, because we've all got the same mast, Andy, as you know. So, yeah, that's terrible. Comme une piqûre de rappel que le Vendée Globe est aussi une course par élimination. À cette mauvaise nouvelle, on peut en opposer une bonne, une très bonne même. Jérémy Bayou peut reprendre le départ de l'épreuve. Pendant 36 heures, son équipe s'est activée jour et nuit pour remettre le bateau en état. Un épisode, toute proportion gardée, qui en rappelle un autre survenu il y a 12 ans. Sans aucun doute, l'exploit le plus retentissant de l'histoire du Vendée Globe. 9 novembre 2008. 30 bateaux au départ et un plateau exceptionnel réunissant les stars de la course au large. Perron, Le Cam, Golding, Rioux, Le Cléache et des joyaux.
Le lendemain du départ, le vainqueur du Vendée Globe 2000 constate un problème électrique provoqué par une fuite de ballast. Donc là, ça faisait même pas 20 heures qu'on était parti. J'ai un problème. La meilleure réponse au problème, c'est on va au sable, l'équipe intervient, et puis la course continue. J'ai la chance d'avoir un mât, d'avoir des voiles et d'avoir envie d'y retourner. Maintenant, c'est sûr que repartir avec 2 jours de retard, c'est pas génial, mais la route est longue. Dans mon esprit, je n'ai jamais fait demi-tour. J'ai jamais été en situation de penser abandonner à ce moment-là. Moi, j'étais derrière, il fallait que je revienne, parce que de toute façon, j'avais tellement envie d'y aller. J'ai mis les manettes des gaz plein pot, puis c'est parti. Commence alors un fantastique retournement de situation. 1 à 1, Michel Desjoyaux rattrape et dépasse les concurrents qui le devancent. Et 24 jours plus tard... Ah, c'est énorme. C'est top, c'est incroyable. C'est insensé, ce truc-là. Yes. Je suis 9e. Je suis 9e. Et ben voilà, c'est fait. Outre des qualités de marin hors du commun, Michel Desjoyaux bénéficie d'un enchaînement météo extrêmement favorable. Ah, ça tartine. J'ai 35 nœuds permanents là. Et aussi de la mauvaise fortune des autres. Et l'impensable se produit au bout de 36 jours au sud de l'Australie. Et on est en tête, mon Dieu, on est en tête, allez! Et je ne vais pas lâcher la tête jusqu'au bout. Le 1er février 2009, Michel Desjoyaux remporte son 2e Vendée Globe. Avec du recul, quelque part, le fait d'avoir eu ce retard au départ, d'avoir dû rattraper les autres, cravacher derrière, m'a mis dans des dispositions qui faisaient que derrière, après, je ne m'arrêtais pas, quoi. À ce jour, Michel Desjoyaux est l'unique double vainqueur de l'épreuve. Rien de comparable, bien évidemment, pour Jérémy Bayou, qui s'apprête à repartir avec 9 jours de retard. Les objectifs qui étaient les siens font désormais place à une toute autre aventure. Déjà, ce qui me motive, c'est d'avoir été capable de me remettre moi en route, quoi. C'est pas drôle de quitter la flotte, c'est pas marrant de voir que ça y est, les autres là sont dans les alizés et filent à 29 et que moi je suis toujours là. Donc juste déjà d'avoir réussi à me remobiliser, de prendre le départ, c'est déjà une première petite victoire. Après, ça sert vraiment à rien de faire des plans sur la comète, il faudra le prendre comme ça vient. J'ai juste envie de dire qu'il faut y aller, qu'il faut plus réfléchir et puis que j'ai hâte de me retrouver en mer. Ah, voilà, c'est parti. Bah, merci à tous déjà. Le mardi 17 novembre, à 17h10, Jérémy Bayou a repris la mer, avec quasiment un hémisphère de retard sur les leaders. Et en plus, il y a du soleil. Là, c'est royal. Après un début de course prudent, c'est son premier Vendée Globe, Isabelle Joschke, dans les Alizés, a remis du charbon. 500 000 plus en avant, les foilers dernier cri sont en approche de la zone de convergence intertropicale, plus connue sous un autre nom. Voilà le poteau noir cette année. Ça a l'air d'aller, il y a quelques grosses formations nuageuses, mais ça a l'air d'être un poteau noir relativement facile, alors on verra. Et pour l'instant, j'ai bon espoir qu'on passe relativement bien. Le poteau noir, un passage à niveau qui sépare les deux hémisphères où les alizés de nord-est et ceux de sud-est se télescopent. Il y a un grain juste là. Et j'essaye de profiler devant. Nuages, grains et parfois orages sont le lot quotidien de ce no man's land maritime. C'est nu. Après, il y a un petit orage devant. Un très gros orage beaucoup plus sud.
je surveille. Donc c'est un peu une nuit blanche. Nuit blanche dans le poteau noir. Premier à entrer dans le poteau noir, Alex Thomson a aussi été le premier à s'en extirper. Il aurait voulu franchir l'équateur en moins de 10 jours qu'il n'aurait pas navigué autrement. Temps de passage, 9 jours, 23 heures et 59 minutes. La Terre est bien ronde et Alex tourne rond. Les bateaux les plus rapides en ont terminé avec l'hémisphère nord. Au sein d'une flotte étalée sur 5000 km, chacune sa route, chacune son chemin, autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance.